I think the one I enjoyed reading more than anything. My husband, he does it brilliantly. He can do all the voices. Tout a commencé par un moment que je n'avais jamais anticipé un message délivré presque négligemment, mais d'une gravité telle qu'il a bouleversé ma vision du passé. J'ai appris qu'une enquête secrète avait été ouverte sur les circonstances de la mort de ma mère. Non pas une commémoration symbolique, ni une évaluation périodique, mais une véritable réouverture judiciaire menée par des personnes qui n'avaient plus rien à perdre et tout à gagner à faire éclater enfin la vérité. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose de profondément ancré dans le béton se fissurer. Et c'est précisément à ce point de rupture que j'ai compris que plus rien ne serait comme avant. L'opération baptisée, Opération Orchidée, paraissait presque ironiquement anodine pour une enquête qui allait se révéler si tranchante et dévastatrice. Je me souviens que les premiers documents me semblaient être des pièces éparses d'un puzzle que je croyais déjà connaître. Mais chaque page, chaque rapport, chaque courriel retrouvé me montrait à quel point ma vision de cette nuit de 1997 était incomplète. Les 3 jours qui avaient toujours été présentés comme une suite de tragiques coïncidences se dévoilaient désormais comme une série de manipulations de retard et de décisions qui n'avaient jamais été pleinement expliquées auparavant. Ce qui m'a particulièrement choqué, c'est la réapparition d'un vieux rapport juridique sous scellé datant de 3000 et c'est que c'était de demi-tantôt. Un rapport ignoré, mis de côté ou tout simplement jamais examiné sérieusement. Il mettait en lumière des changements inexpliqués dans les consignes de sécurité de ma mère pendant son séjour à Paris. Des détails insignifiants pourrait-on penser. Mais dans un monde où la sécurité est une question de vie ou de mort, les détails sont tout sauf insignifiants. Et ce sont précisément ces détails qui se sont révélés sous un jour totalement nouveau. Soudain, il semblait que rien durant ces 72 dernières heures n'avait été dû au hasard. Je me suis longtemps demandé comment ma mère, constamment menacée, dont le moindre risque était surveillé, pouvait à ce moment crucial bénéficier d'une protection moindre que jamais. Le retard de son escorte apparemment sans raison et le changement de protocole d'une minute à l'autre m'ont profondément bouleversé. Comme si une force obscure avait manipulé les événements jouant avec les ombres de façon à leur conférer un caractère fatal. Ce qui rendait la chose encore plus pénible, c'était que ces nouvelles informations ne provenaient pas seulement d'anciens dossiers britanniques. Un ancien inspecteur français, Jean-Luc Martin, avait confirmé que les dossiers d'enquête à Paris avaient été modifiés à la demande de l'ambassade britannique peu après le crash. Je me souviens de l'angoisse qui m'a envahi à ce moment-là. Pourquoi une telle demande s'il s'agissait d'un accident? Pourquoi ce besoin de modifier, de dissimuler ou d'édulcorer quoi que ce soit? Il ne s'agissait pas de changements majeurs, mais de modifications subtiles, juste assez pour faire disparaître une question cruciale. Mais le véritable choc est survenu lorsque j'ai découvert l'existence des fichiers du MI6, chiffrés, cachés, inaccessibles jusqu'à ce que quelqu'un animé par plus de conscience que de peur décide de les partager. La voix sur les enregistrements était indubitable. Je la connaissais depuis toujours, même si une partie de moi s'efforçait en vain de nier ce que j'entendais. L'enregistrement contenait une question qui m'a glacé le sang. « Êtes-vous sûr que l'escorte peut attendre ?» Une phrase qui pourrait paraître anodine, mais pas dans ce contexte. Pas quand on sait que 45 minutes plus tard, cette même escorte s'engagerait dans un tunnel où le destin l'attendait déjà. Au moment où j'ai entendu cela, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Tout ce que j'avais toujours considéré comme tragique et fortuit s'est soudain révélé être une histoire de projet de choix et d'une possible intentionnalité. L'enregistrement était daté du 29 août 1997, 2 jours avant l'accident. En voyant cette date, j'ai ressenti une ironie amère. C'était la même période où ma mère écrivait des lettres sur la peur, sur la menace, sur une intuition qu'elle ne pouvait ignorer. Lorsque les conclusions préliminaires de l'opération Orchidée ont été compilées, elles ont révélé quelque chose que je n'avais jamais imaginé. La mort de ma mère n'était pas seulement due à une conduite imprudente ou à des paparazzis trop indiscrets, mais peut-être aussi à des personnes au sein même du palais. Des personnes qui la considéraient comme une menace, une force déstabilisatrice, quelqu'un qui pouvait compromettre le fragile équilibre entre réputation et pouvoir. Je me souviens du silence qui m'a envahi lorsque j'ai lu le rapport en entier. Pas d'irritation, pas de confusion, mais un silence de celui qui survient lorsque nos repères s'effondrent. Je n'ai pas ressenti de colère immédiate, mais une profonde froideur, comme si mon corps refusait de choisir une émotion tant que mon esprit n'en avait pas saisi le véritable sens. Car que faire lorsqu'on découvre que l'histoire avec laquelle on a grandi était non seulement incomplète, mais peut-être même délibérément biaisée? J'ai pensé à ma mère, à son rire, à son courage, à sa capacité à toujours pressentir le danger. J'ai repensé aux fois où elle m'avait mis en garde. Le monde des coulisses n'était jamais aussi accueillant qu'à la télévision. Et soudain, j'ai ressenti une sorte de confirmation, comme si sa voix, tant d'années plus tard, était enfin entendue par ceux qui l'avaient ignorée.
Tout cela a réveillé en moi quelque chose qui était resté en sommeil pendant toutes ces années. Et à mesure que la vérité se dévoilait, une question me taraudait, si ce n'est que le début que découvrirais-je encore si je décidais de continuer. Quand j'ai reçu la première lettre écrite par ma mère en octobre 1996, j'ai eu l'impression que le temps s'était replié sur lui-même, m'obligeant à relire ces mots. Non plus comme des souvenirs, mais comme des preuves. L'encre légèrement passée mais encore vive portait les angoisses d'une femme qui, même avant sa mort, avait décelé un schéma que personne n'avait voulu prendre au sérieux. Ce qui avait été autrefois balayé d'un revers de main comme de la paranoïa ou une hypersensibilité était désormais écrit noir sur blanc de sa propre main, confirmé par des analyses médico-légales modernes qui ont dissipé tout doute. Les mots « il y a un plan » et « Camilla a plus de pouvoir qu'on ne le croit » prirent un sens que je n'avais jamais osé accepter auparavant. Soudain, ce n'était plus les déclarations d'une femme sous une pression immense, mais les prédictions de quelqu'un qui connaissait ses ennemis mieux que nous ne l'avions jamais imaginé. Quand on a retrouvé la seconde lettre écrite le 1er juin 1997, à peine 10 semaines avant sa mort, ma vision des choses a basculé. Ce n'était pas qu'un avertissement, c'était un témoignage de peur. S'il arrive quoi que ce soit pendant le voyage, ouvre ceci. Ces mots résonnaient en moi comme s'ils m'étaient adressés directement. Et le fait que cette lettre, scellée, cachée, ignorée, n'ait été ouverte qu'en mai 2025 grâce à des pouvoirs d'urgence m'a fait prendre conscience du temps que ces vérités étaient restées tues. Comme si ma mère s'adressait à moi, à mon moi actuel et non à ses contemporains. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la coïncidence entre la découverte de ces lettres et les révélations de l'opération Orchidée. En lisant les documents ou des courriels de Clarence House employaient des expressions comme « une déstabilisation pourrait être nécessaire » et « transition d'héritage », j'ai compris que ma mère ne s'était pas trompée. Ces craintes n'étaient pas de simples soupçons. C'était une réaction intuitive face à des forces qui depuis longtemps poursuivaient leurs propres objectifs dans l'ombre. Le fait que ces courriels aient été envoyés exactement au même moment où ma mère écrivait sa deuxième lettre rendait le lien indéniable. Il ne s'agissait pas d'événements distincts, mais d'une seule et même histoire. La prise de conscience s'est faite par vagues successives. D'abord l'incrédulité, puis la colère, enfin un profond et inéluctable sentiment de revanche pour elle. Pendant des années, ces soupçons avaient été balayés d'un revers de main, considérés comme des ragots des complots ou la mise en scène d'une personnalité publique accaparée par une attention médiatique excessive. Mais à présent, grâce à des lettres des preuves médico-légales et une correspondance interne, les premiers fondements concrets d'une vérité alternative troublante pour nous tous étaient imposés. Une vérité que nous ne pouvions plus ignorer. Près de 30 ans plus tard, sa voix semblait résonner à nouveau dans les couloirs de Buckingham Palace, forte, inflexible, impossible à ignorer. Lorsque les lettres furent publiées par les principales chaînes de télévision britanniques, le 15 juin 2025, le pays s'embrassa. En une heure, Justice pour Diana devint un phénomène mondial. Non seulement au Royaume-Uni, mais simultanément dans des dizaines de pays. Des personnes qui ne l'avaient jamais rencontrée mais qui avaient été touchées par elle ressentirent que ce moment marquait un tournant moral. Des générations élevées dans l'idéalisation de la famille royale commencèrent à se demander si quelque chose de bien plus sombre que ce qu'on leur avait toujours raconté s'était réellement produit. Les lettres devinrent le symbole d'une lutte tacite entre la vérité et le pouvoir, une lutte qui avait coûté la vie à ma mère. Ce qui m'a le plus marqué personnellement, c'est la réaction du public lorsque William a vu les lettres. Je sais ce que signifie ce silence. C'est le silence de quelqu'un confronté à une vérité qui porte en elle à la fois douleur et responsabilité. Il a parlé de trahison, un mot que j'avais longtemps évité car son implication me semblait trop lourde, trop définitive. Mais lorsque j'ai compris le lien entre ces lettres, les courriels internes et les retards délibérés de sa sécurité, j'ai su qu'il avait raison. Il y a une différence entre les erreurs et les choix. Et tout bien considéré, cela commençait à ressembler à un choix. Pendant des jours, j'ai été tourmenté par la question de savoir quoi faire de cette révélation. Ces lettres m'ont non seulement permis d'entrevoir ses dernières pensées, mais elles ont aussi fait peser sur mes épaules un poids que je n'avais jamais ressenti auparavant. Que signifie le fait qu'une mère pressente sa propre mort sans que personne ne la croie? Que signifie le fait que des décennies plus tard, cette incrédulité se mue en honte? Non pas parce qu'elle s'était trompée, mais parce qu'elle avait vu juste trop tôt. Plus je lisais, plus je me convainquais que ma mère n'avait jamais écrit cette histoire pour elle-même. Elle l'a écrite pour nous, pour William, pour moi, pour tous ceux qui un jour se sont sentis impuissants face à une force qui les dépassait. Ces lettres étaient son héritage, non seulement un avertissement, mais aussi la preuve qu'elle avait percé à jour les systèmes qui l'entouraient et qu'elle avait refusé de se taire même lorsque l'ombre l'avait déjà engloutie. Cette prise de conscience a renforcé ma détermination à ne pas laisser les émotions ou les chocs interrompre ce cheminement.
Si après 29 ans, la vérité commençait enfin à se faire entendre, il nous incombait de veiller à ce qu'elle ne soit plus jamais étouffée. Et tandis que le monde semblait en proie aux flammes, une question grandissait en moi: si sa voix est enfin entendue, oserons-nous écouter ce qu'elle tente vraiment de nous dire? Lorsque le déluge initial de révélations s'est apaisé, je pensais avoir entendu le pire. Mais rien n'aurait pu me préparer à la suite: les documents financiers, les flux d'argent, les transactions occultes qui circulaient en catimini depuis des années, telles les veines silencieuses d'une vérité bien plus vaste. Si les lettres et les enregistrements ont mis au jour la dimension émotionnelle du complot, ces traces financières ont révélé autre chose: une structure, un mobile et surtout la preuve d'actes qui n'auraient jamais dû être dévoilés. Et c'est précisément cette prise de conscience qui a rendu la vérité non seulement douloureuse, mais aussi insoutenablement concrète. Tout a commencé à la mi-juillet lorsque la princesse Anne, que j'ai toujours perçue comme inébranlable loyale et d'une honnêteté presque à l'ancienne, a décidé qu'elle ne pouvait plus rester les bras croisés. Tandis que l'opération Orchidée se concentrait sur les témoignages, les protocoles de sécurité et la reconstitution des 72 dernières heures à Paris, elle a opté pour une approche radicalement différente. Là où William et moi étions guidés par l'émotion, Anne s'est concentrée sur les faits. Elle s'est retirée à travailler en silence et à solliciter l'aide d'Edward Septon, un homme réputé pour sa rigueur implacable. Ensemble, ils ont entamé une enquête qui ressemblait davantage à une autopsie financière de 1997 qu'à une enquête classique menée au sein d'un palais. Je me souviens encore parfaitement de ce que j'ai ressenti en apprenant le transfert de 2,4 millions de dollars le 29 août 1997, la veille de l'accident. Non pas à un partenaire connu ni à une agence officielle, mais à Lucentia Global, une obscure société de sécurité parisienne qui a disparu peu après. Une entreprise sans contrat avec le palais, sans rôle officiel et pourtant impliquée dans le transfert de véhicules le jour de l'accident. C'était comme si quelqu'un avait dissimulé une pièce de puzzle qui ne devait jamais être trouvée. Quand Anne m'a confié, indirectement certes, l'existence d'échanges de courriels entre l'assistant personnel de Camilla Harrison Dunt et la même entreprise, j'ai éprouvé un étrange mélange d'incrédulité et de confirmation. Ces courriels mentionnaient des perturbations de la surveillance le soir du séjour de Diana, un terme qu'on n'entend que lorsqu'on agit délibérément dans l'ombre. Lorsque j'ai appris plus tard que cette correspondance coïncidait précisément avec la période où ma mère avait écrit sa dernière lettre déchirante, la vérité n'avait plus rien de spéculatif. Elle devenait presque mathématique. Un frisson me parcourut lorsque je compris la signification de ces informations. Non seulement il existait un lien direct avec le cercle rapproché de Camilla, mais l'opération ne semblait ni spontanée ni improvisée. Elle avait été préparée, financée, coordonnée et exécutée précisément les jours où ma mère se sentait la plus vulnérable. Plus les détails s'accumulaient, plus il devenait évident qu'il ne pouvait s'agir d'une suite de malheureuses coïncidences. Il devenait de plus en plus difficile de croire à une simple mauvaise gestion, comme certains l'avaient suggéré. Cela ressemblait fort à une intention délibérée, ou du moins à une prise de risque consciente. J'ai essayé de me convaincre que c'était une coïncidence. Mais les coïncidences n'arrivent jamais au moment le plus opportun. Elles n'utilisent pas de société de fiducie offshore. Elles n'envoient pas de messages cryptés. Elles ne désactivent pas les systèmes de sécurité au pire moment. Et elles n'ont certainement aucun lien avec des personnes qui disparaissent dès que la vérité éclate. La confrontation qui s'ensuivit fut totalement inattendue. Anne présenta ses conclusions à mon père. Je l'entendis plus tard assis là silencieux, fixant des documents qui menaçaient son monde. L'image qui m'en resta était bouleversante, un homme déchiré entre son rôle de monarque et celui d'époux. Que dire lorsque les preuves accusent celui ou celle qui vous est le plus cher? Que faire lorsque celle qui a toujours prétendu vous soutenir semble désormais liée à la plus grande tragédie de votre vie? Quand je l'ai entendu donner enfin l'ordre de passer à l'action, j'ai eu l'impression que les derniers vestiges du silence qui régnait au palais s'étaient dissipés. On ne pouvait plus ignorer cette histoire, la balayer d'un revers de main, ni la dissimuler sous le couvert du politiquement correct. La vérité avait fini par éclater et cette fois plus rien ne pouvait l'arrêter. C'est alors que le prince William a décidé d'aller trop loin. Derrière les grilles du palais de Kensington, il a émis un ordre qui allait ébranler les fondements même de la monarchie, un mandat royal pour enquêter sur Camilla pour suspicion de complot et de tromperie. Quand j'ai entendu ça, j'ai ressenti quelque chose d'indescriptible. Ni du soulagement ni de la vengeance. C'était plutôt un profond sentiment d'inéluctabilité, comme si tout ce que j'avais espéré ne jamais voir se réaliser prenait forme lentement mais sûrement et qu'il nous était désormais impossible de détourner le regard. La confrontation était inévitable, la vérité avait trop attendu. Les jours suivants, l'atmosphère au palais se durcit d'une manière que je n'avais jamais connue. Les conversations s'interrompaient dès qu'une personne entrait. Les couloirs semblaient plus froids. Les murs semblaient entendre ce que personne n'osait dire. Et au milieu de cette tension, je sentais le poids d'une question de plus en plus pesante: si ces traces financières changent tout.
Et s'il y avait encore plus de choses cachées attendant d'être découvertes. Les jours qui suivirent me donnèrent l'impression de vivre dans un autre monde, un monde où la vérité n'était plus dissimulée mais éclatait au grand jour, avec une brutalité inouïe. L'arrestation de Camilla n'était plus une rumeur, un murmure au palais, une simple spéculation de journalistes trop curieux. Elle était bel et bien réelle. Derrière des portes closes, dans la plus grande discrétion mais avec un impact qui se répercuta dans tout l'Empire. Je me souviens encore d'avoir entendu dire qu'elle était assignée à résidence à Balmoral sous la garde de personnel chargé de la sécurité d'État et non des conflits internes à la monarchie. À cet instant, je compris que la monarchie avait franchi un point de non-retour. Lorsque le monde découvrit la nouvelle, le 18 juillet 2025, la réaction fut explosive. Ce qui n'était qu'un murmure depuis des années devint un scandale officiel sans précédent depuis la crise d'abdication de 1936. L'opinion publique, souvent partagée entre pitié et sensationnalisme, prit une nouvelle fois position. Mais cette fois-ci, le choix fut radical, impitoyable et guidé par l'émotion. Des hashtags comme « Justice pour Diana » et « Camilla est partie » se répandirent plus vite que n'importe quel communiqué de presse. Des gens se rassemblaient devant les résidences royales avec des photos de ma mère, des bougies et des fleurs, comme pour commémorer un événement qui n'avait jamais été complètement apaisé. Peut-être parce que c'était précisément le cas. Ce qui rendait le tribunal si intense, ce n'était pas seulement le contexte historique, mais la façon dont heure après heure, scène après scène, le vernis d'inviolabilité s'est effondré. Westminster Hall, d'ordinaire lieu de célébration de l'histoire, se transformait désormais en une cour où l'histoire était rétablie. Camilla n'était pas accusée d'erreur politique ou d'atteinte à sa réputation, mais de trahison, de tromperie et de complot. Des mots presque impensables dans un contexte royal, jusqu'au moment où ils sont prononcés. Quand William entra dans la salle d'audience, le silence était presque insoutenable. Je sais combien cette décision a été difficile pour lui. Je le voyais à sa posture, à son regard fixe, qui dissimulait ses émotions. Il serrait contre lui les lettres de ma mère comme si elles n'étaient pas de simples preuves, mais des fragments de son âme qu'il contribuait à défendre. Quand il prononça la phrase « Le pardon ne m'appartient pas, la justice si », j'ai senti quelque chose se briser en moi. Non pas parce qu'il était dur, mais parce qu'il exprimait enfin ce que nous ressentions tous les deux depuis des années sans jamais oser le dire à voix haute. Pendant le tribunal, il y a eu des moments où j'ai essayé de me couper du monde, d'éviter d'absorber chaque détail, de ne pas laisser tout cela m'affecter personnellement. Mais c'est impossible quand on est l'enfant de la femme dont la mort fait désormais l'objet d'une enquête d'État. Tandis que les témoins évoquaient des protocoles ignorés, des messages modifiés, des systèmes de sécurité délibérément affaiblis, j'ai ressenti un mélange de chagrin et de colère que je pouvais à peine contenir. C'était comme si, pour la première fois, j'assistais à la reconstitution en direct d'un événement que j'avais tant voulu oublier. Mais oublier n'est pas guérir. Et ce tribunal m'a enfin forcé à le comprendre. Lorsque le verdict tomba le 28 juillet, l'atmosphère devint presque palpable. Coupable. Ce mot résonnait non comme un jugement, mais comme l'écho de 28 années de questions de souffrance, de lutte, de pouvoir et de trahison. Camilla fut déchue de ses titres, de ses privilèges et de sa place au cœur de la monarchie. Sa punition, une forme d'exil de velours sur l'île de Skye, paraissait légère au regard de la gravité de ses actes, mais sa portée symbolique était immense. Elle disparut de la scène publique des institutions qu'il avait jadis protégées. Ce qui m'a peut-être le plus surpris, c'est de voir comment le palais si attaché à la tradition et à la hiérarchie était désormais contraint de se remettre en question. Charles apparaissait de plus en plus seul en public, visiblement affecté par une lutte à la fois politique et personnelle. J'ai compris que nous avions mené non seulement un combat juridique, mais aussi un combat familial. Et cela laisse toujours des traces, quel qu'en soit le dénouement. Pourtant, ce n'était qu'une facette de l'histoire. Tandis que les instances officielles étaient empreintes de gravité et de formalité, une toute autre atmosphère régnait dans le pays, une forme d'émotion collective. Dans les villes du Royaume-Uni, des gens se rassemblaient, brandissant des bougies, des banderoles et des portraits de ma mère. Non pas pour protester, mais pour rendre hommage, pour confirmer que son histoire était enfin entendue, reconnue, et que justice lui était rendue. En regardant des vidéos de ces rassemblements silencieux sous un ciel éclairé aux chandelles, j'ai ressenti ce qui me manquait depuis des années, le lien. La prise de conscience que ce n'était pas seulement mon combat, ni celui de ma famille, mais celui d'une nation entière, un combat qu'elle portait en elle depuis des décennies. Le tribunal n'a pas seulement changé la situation d'une femme, il a bouleversé les fondements même de la monarchie. Le vernis d'inviolabilité a été percé par la morale même qu'il prétendait protéger. Et tandis que je me tournais vers l'avenir, une question me taraudait. Lorsque justice sera enfin rendue, comment reconstruirons-nous sur les ruines laissées ? Après le verdict du tribunal et le soulagement général, un autre processus s'est enclenché en moi, moins axé sur les décisions de justice et davantage sur la question de l'héritage de ma mère. La justice,
est une chose, mais que reste-t-il une fois la vérité révélée? Comment garantir que la mémoire ne soit pas à nouveau déformée par la politique, le pouvoir ou les structures royales qui ont façonné leur propre récit pendant des décennies? Ces questions me taraudaient comme un écho silencieux mais persistant, tandis que le reste du pays continuait de débattre de la chute de Camilla et de ses conséquences. À cet instant, Catherine devint le centre silencieux d'une transformation que j'avais moi-même du mal à exprimer, tandis que j'étais surtout absorbé par le tourbillon d'émotions et l'ampleur des événements qui avaient émergé. Elle agissait avec une lucidité que j'admirais et dont j'avais tant besoin. Elle comprenait que le combat pour la justice ne s'arrêtait pas dans un tribunal. Il ne prendrait fin que lorsque la voix de ma mère, ses valeurs et son héritage trouveraient enfin la place qu'ils méritaient, incontestable, protégée et visible pour les générations futures. Le moment où elle a convoqué les archivistes au palais de Kensington est gravé dans ma mémoire. Tandis que certains spéculaient encore sur l'avenir de la monarchie, Catherine a opté pour une solution bien plus noble. Elle a placé une lettre scellée de ma mère dans un coffre-fort dédié au patrimoine destiné à Charlotte, notre fille. Une lettre qui ne parlait ni de politique ni de scandale, mais d'amour, de souvenirs et de transmission d'un héritage pur. J'ai frissonné en l'entendant prononcer ces mots. Il s'agit de préservation, non de possession. C'était précisément cette distinction que ma mère avait si souvent recherchée dans un monde qui cherchait sans cesse à la contrôler. Il n'y avait pas que la lettre. Catherine a rassemblé les objets matériels les plus importants de l'histoire de ma mère, le diadème Spencer, ses journaux intimes, ses bijoux symboliques. Chaque relique d'une vie fauchée trop tôt mais toujours présente dans la mémoire collective. Que ces objets soient désormais confiés à Charlotte était plus qu'un simple geste familial. C'était une affirmation. Une rupture avec le passé où le palais cherchait souvent à déterminer qui avait droit à quel souvenir. Désormais, cet héritage n'était plus distribué selon la hiérarchie mais selon l'amour. Lorsque cette information a fuité, j'ai ressenti une émotion dans le pays que je n'aurais jamais imaginée. Les gens ont réagi avec une émotion profonde bien au-delà des sentiments royaux habituels. Plus de 400 000 personnes ont signé une lettre ouverte remerciant Catherine. Ces réactions n'étaient ni politiques ni idéologiques. Elles étaient profondément humaines. Comme si toute une nation attendait le moment où cette vieille blessure pourrait enfin se refermer. Et cette guérison n'est pas venue par des décrets ou des déclarations, mais par l'attention d'une mère envers sa fille, tout en honorant la mère de son époux. C'est durant cette période que j'ai pris conscience de l'influence persistante de ma mère sur la famille royale et de la manière dont cette influence pourrait se transformer si nous en assumions la responsabilité. Diana n'a jamais été qu'une simple princesse. Elle était un symbole de compassion, de lien humain, de rébellion contre un système rigide qui ne l'a jamais pleinement acceptée. Et c'est précisément pour cette raison que son héritage devait être préservé. Non pas pour la monarchie, mais pour tous ceux qui un jour avaient été touchés par elle. Dès la création du Wales Legacy Trust, j'ai eu le sentiment qu'une nouvelle voie avait enfin été choisie. Non pas une voie axée sur la réduction des risques, mais sur la reconnaissance. Cette fondation allait documenter, protéger et à terme partager les objets ayant appartenu à ma mère avec le public, afin que son histoire ne soit plus déformée par les parties prenantes, mais racontée dans toute sa vérité. La nomination de Lady Rachel Montford, marraine de Charlotte et amie fidèle de ma mère, a clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une institution symbolique. C'était un choix délibéré guidé par la continuité, l'honnêteté et le respect. Ce qui m'a encore plus touché, ce sont les lettres spontanées que Charlotte a commencé à recevoir. Des milliers, des gens des 4 coins du pays, et même d'ailleurs, lui écrivaient. Non pas comme à une future princesse, mais comme à la petite fille d'une femme qui leur avait appris quelque chose sur l'humanité. Certaines lettres étaient simples. Votre grand-mère nous a rendus fiers. D'autres étaient plus personnelles, écrites par des personnes qu'elle avait inspirées, aidées ou touchées. J'ai regardé Catherine les conserver une à une avec soin, comme si chaque page était un fragment de l'image que ma mère avait laissée derrière elle. Je ne pouvais m'empêcher de me demander comment ma mère aurait réagi. Aurait-elle été surprise par ce soutien public sans précédent, ou avait-elle toujours su au fond d'elle-même que son message survivrait aux structures qui avaient tenté de la faire taire? Peut-être était cela la justice qu'elle n'aurait jamais dû connaître. Non seulement une reconnaissance légale du passé, mais aussi une réévaluation émotionnelle par un peuple qui ne l'a jamais oublié. Tandis que j'observais cette nouvelle étape se dérouler, je compris que le combat n'était plus une question de culpabilité ou de vengeance. Il s'agissait de trouver un sens à des décennies de pertes, de faire en sorte que les ténèbres qui l'enveloppaient ne connaissaient pas le même sort pour la génération suivante. Et tandis que Catherine se tenait aux côtés de Charlotte, en mère, en protectrice, en trait d'union entre le passé et l'avenir, j'éprouvais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, l'espoir. Car rendre justice à Diana, ce n'est pas seulement nommer ses ennemis, c'est protéger son héritage, honorer son amour et transmettre ses valeurs. Et c'est précisément ce qui commençait à se dessiner lentement mais sûrement, comme si l'histoire se corrigeait enfin d'elle-même.
Lorsque la tempête sembla enfin se calmer, je compris que nous n'avions pas seulement tourné la page mais entamé une ère nouvelle. Une ère où la monarchie ne serait plus jugée uniquement sur la tradition et le symbolisme, mais aussi sur la moralité, la transparence et la capacité d'assumer son passé. Tandis que Camilla passait ses journées dans son exil paisible mais indéniable sur l'île de Skye, je sentais l'attention du public se porter sur une question bien plus fondamentale: quel était l'avenir de la famille royale, et surtout qui incarnait encore la confiance dont le peuple avait besoin pour croire en ce que représentait la monarchie. Dans les semaines qui suivirent le tribunal, j'ai vu Catherine embrasser de plus en plus le rôle que personne ne lui avait officiellement attribué, mais que la nation lui avait volontairement confié. Non pas comme une remplaçante pour une reine, non pas comme un symbole de pouvoir, mais comme un ancrage moral à une époque où l'intégrité primait sur les titres. Tandis que Charles se débattait avec les erreurs de son passé et des critiques publiques plus acerbes et plus franches que jamais, Catherine rayonnait non pas de grandeur, mais d'humanité. Et chose étrange, cela ressemblait précisément à ce que ma mère avait toujours souhaité. Le jour où elle et Charlotte se sont rendues au mémorial d'Althorp restera à jamais l'un des moments les plus symboliques auxquels j'ai assisté. Non pas parce que c'était prémédité, ni parce que c'était politiquement judicieux, mais précisément parce que c'était un geste simple, une fille emmenant sa fille rendre hommage à la femme qui avait marqué sa vie sans jamais l'avoir rencontrée. Charlotte a déposé une rose blanche, et lorsque j'ai vu plus tard les photos qui ont fait le tour du monde, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas osé avouer depuis longtemps, du réconfort. Comme si Diana était d'une certaine manière encore présente, transmise à travers une enfant qui ne l'a jamais connue, mais qui malgré tout l'incarne. Lorsque la création du fonds Diana Charlotte Legacy a été annoncée et a permis de récolter 12 millions de livres en 4 jours, une évidence m'est apparue: le public avait fait son choix. Non pas pour le prestige de la cour ni pour les règles de succession officielles, mais pour les valeurs que ma mère incarnait: la compassion, la force, l'humanité. Même les médias, qui pendant des décennies avaient alimenté les tensions entre tradition et sensationnalisme, ont reconnu qu'il s'agissait d'un tournant décisif. Il n'était plus question de scandale, mais de restaurer la confiance. Et cette confiance était incarnée par Catherine. Non pas comme une reine de papier, mais comme une reine de cœur, d'attitude et d'intention. Alors que Charles apparaissait de plus en plus seul, visiblement accablé par le poids des événements, une autre lueur commença à poindre à l'horizon, une monarchie dépouillée de son vernis, contrainte de reconnaître ses erreurs et enfin, peut-être pour la première fois de son histoire, confrontée avec honnêteté à sa propre vulnérabilité. On ne voyait plus seulement la splendeur, mais aussi les failles. Et parfois, c'est précisément ce qui rend un système suffisamment humain pour qu'il puisse à nouveau prospérer. Pourtant, je dois être honnête, au cœur de cette transformation, j'ai ressenti un profond conflit intérieur. Je me suis retrouvé à la croisée des chemins, en pleine crise d'identité. Tous mes titres, ma place, mon rôle, tout avait changé. J'étais trop exposé pour être vraiment libre, et pourtant trop détaché de l'institution pour y trouver pleinement ma place. C'est une situation étrange, un no man's land, où l'on n'est ni guidé par la tradition, ni protégé par l'anonymat. Et plus j'y réfléchissais, plus je comprenais que mon avenir ne pouvait plus être déterminé par le passé que je portais en moi. Il me fallait une nouvelle direction. Une direction non pas fondée sur d'anciennes structures, mais sur mon propre choix. Ce qui m'a permis de traverser cette période d'incertitude, c'est la conviction que la monarchie comme moi avait besoin de se réinventer. Et peut-être n'était-ce pas là un désavantage, mais une opportunité. Car si une institution qui existe depuis des siècles fondée sur l'hérédité et la hiérarchie peut se redéfinir, pourquoi pas moi? Le peuple avait démontré qu'il n'était plus guidé par les noms ou les titres, mais par les actes et les intentions. Cela m'a offert l'espace nécessaire pour repartir à zéro, loin du poids des attentes. L'opinion publique était alors on ne peut plus claire. Camilla avait perdu son influence. Charles était affaibli. La monarchie avait changé. Mais le soutien à Catherine, à Charlotte et même à William avait atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies. Dans un sondage, Catherine bénéficiait d'un taux de confiance de 89% supérieur même à celui de ma grand-mère Elisabeth à la fin de son mandat. Ce n'était pas un hasard, c'était un message. En songeant à l'avenir, je me demandais ce que ma mère aurait souhaité. Qu'aurait-elle dit de cette transformation, de ce passage du pouvoir à l'autorité morale de sa petite fille, devenant un nouveau symbole d'espoir et de guérison? Peut-être aurait-elle pleuré, peut-être aurait-elle ri, peut-être aurait-elle dit qu'il était temps que l'amour et la vérité l'emportent enfin sur le pouvoir. Et tandis que cette nouvelle réalité prenait forme, une image m'est apparue à jamais: Catherine, Charlotte et William réunis, non pas comme représentants d'une institution, mais comme une famille qui, à travers la tragédie, avait redéfini son identité. Et j'ai su à cet instant que l'esprit de Diana avait non seulement été restauré, mais qu'elle continuait de vivre dans un avenir qui, enfin, rendait justice à qui elle était vraiment. Je me suis rendu compte que la véritable couronne ne résidait pas dans le pouvoir, mais dans l'influence. Non pas dans les titres, mais dans la confiance.
Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que la monarchie et moi-même commencions enfin à saisir